Alors aujourd'hui, c'est une petite sortie champignon. C'est le soleil qui me reflète dans les carreaux là. Alors, donc, vous allez ramasser les champignons. Bon, quand vous êtes inscrit, je ne sais pas ce qu'il vous a dit, Grégory. En tout cas, moi, ce que je dis quand on me téléphone pour aller à la cueillette et pas à la récolte, à la cueillette des champignons, eh bien, c'est qu'il faut prendre un couteau. Un couteau et un panier. Alors, le panier, donc, je préfère ça à des sacs en plastique parce qu'après, il peut y avoir des réactions entre le plastique et puis le champignon. Un champignon, comme je l'ai dit sur France Bleu dernièrement, avant-hier je crois, eh bien c'est une usine chimique et donc eh bien ça va réagir avec d'autres composés de son environnement. Alors donc maintenant je vais parler du couteau. Pourquoi prendre un couteau quand on ramasse des champignons? Eh bien vous avez chez certains champignons une caractéristique à la base du pied. Donc cette caractéristique, ça peut être soit un pied dit radicant, c'est-à-dire qu'il va rentrer profondément dans le sol, soit ça peut être ce que je montre ici. Oui, la manite citrine, donc elle a pas été ramassée. Oui, elle est là. Ah bah voilà. Ah oui. Voilà, donc à la base du pied des amanites, eh bien vous avez une membrane qu'on appelle une volve. Eh bien, il faut ramasser complètement le champignon hein, pour avoir ce pied. Comment? Sinon tu la vois pas. Ah non. Alors vous avez des champignons dont la partie dans le sol fait des fois la longueur du pied que vous voyez. C'est pas rare quand on ramasse certaines colibis d'avoir un pied qui fait je dirais entre guillemets une racine, enfin un système racinaire qui fait cette taille-là. Maintenant, moi je connais pas votre niveau de mycologie. Pour savoir comment il faut ramasser, certains champignons, il faut les ramasser profondément, mais il faut connaître le champignon en avance. Donc il faut être avec un mycologue qui va vous dire, eh bien là, il faut ramasser profondément. Donc voilà, donc cette volve, c'est le reste du voile général qui, quand le champignon va grandir, va se casser, il va rester la volve et puis il va rester les squames qui sont ici au niveau du voile général. Alors, autre chose que je vais dire, donc ici, comme l'a dit Grégory, vous avez certains champignons qui poussent que sur feuillus, vous avez certains champignons qui ne poussent que sur conifères. Le bolet du mélèze, ça ne pousse que sous conifères et que sous mélèze. Et vous avez d'autres champignons qui ne poussent que sur feuillus, que sous feuillus. Et ça dépend aussi des feuillus. Alors là, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des chênes. Ouais. Il doit y avoir des hêtres aussi. Énormément. Là, on en aurait gens sous champignons, on ne trouve pas grand-chose malheureusement. Alors, donc, regardez quelle est l'essence d'arbre que vous avez au-dessus, au pied de laquelle vous allez avoir des champignons qui vont pousser. La vue, c'est le sens le plus important pour l'identification des champignons. Vous avez une grande diversité de morphologie des champignons. Vous avez des champignons à lame, vous avez des champignons qui sont sous forme d'une coupe, vous avez des champignons qui sont sous forme d'une sphère. Donc là, il faut regarder, observer les champignons. Tout est important dans l'observation du champignon. Autre sens à mettre en éveil, c'est l'odeur, l'odorat. Donc il y a beaucoup de champignons qui ont une odeur. Je vous donne des odeurs particulières. On trouve actuellement un petit peu de marasme à odeur d'ail. Donc réellement, ça a une odeur d'ail, surtout au niveau du pied. Vous avez des champignons qui ont une odeur de farine fraîche. Vous avez des champignons qui ont une odeur de crustacés. Vous avez des champignons qui ont une odeur d'anis. Je vais m'arrêter là parce que, en fait, il y a des bouquins rien que sur les odeurs de champignons.
Hein, il y a des documents rien que sur les odeurs de champignons. Alors, un conseil par rapport à ça, un champignon, ça ne sent pas forcément quand c'est sec, hein, quand le temps est sec, ça ne sent pas forcément directement. Donc pour exacerber l'odeur du champignon, eh bien, ce qu'il faut faire, vous grattez, vous réchauffez les lames, et là, l'odeur va sortir. Et un autre point important, vous sentez le champignon sur place, hein, enfin, quand vous l'avez ramassé. Parce que des fois, 10 minutes après, il ne sent plus. Hein, donc c'est important de le faire au moment où vous le ramassez. Alors, autre sens, c'est le toucher. Donc il n'y a pas beaucoup de champignons pour lesquels c'est important, mais ici j'en ai un sous la main qui a un toucher particulier. C'est la Colibia à toucher beurré. Colibia butyracea, je vous la passe. Hein. Vous touchez, vous allez voir. Ça, il a un toucher de beurre. Hein. L'acide butyrique, hein, c'est un acide qu'on trouve. L'acide butyrique, c'est un acide qu'on trouve dans le beurre. Alors, il n'y a pas beaucoup de champignons pour lesquels le toucher est important. Hein. Autre sens à mettre en œuvre, c'est le goût. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire de goûter la manite phalloïde, hein, mais vous avez certains champignons comme les russules. Les russules, il n'y en a aucune de toxique, mais pour l'identification, c'est important de les goûter et de cracher bien sûr tout de suite après, pour savoir si elles sont piquantes ou si elles sont douces. Les russules piquantes, eh bien, bon, elles ne sont pas comestibles parce qu'elles sont piquantes, mais c'est un critère important que le goût. Je ne sais pas si on trouvera des russules, là on n'en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. Il y a un laqué améthyste un peu fatigué. Un laqué Lacaria lacata. C'est bon ça. C'est comestible, oui. C'est comestible. Ah non. Ça c'est, oui, parce qu'on... Faites attention, c'est un jaunissant. Il a une odeur, c'est un jaunissant. Donc C'est une amanite? Non, non, c'est un agarix. Donc là, vous voyez les lames qui sont rosées, et puis la spore est noire, ça va colorer en noir la lame. Donc là, c'est un champignon toxique, une odeur. Exemple d'odeur, hein, exemple d'odeur. Odeur de phénol. C'est de l'odeur. on ne savait pas ce que c'était que l'odeur de phénol. Donc moi, Ah, mais c'est parce que en fait, il faut être pharmacien pour savoir ce que c'est une odeur de phénol, et comme je suis pharmacien. Alors, donc, en fait, l'odeur de phénol, c'est l'odeur de l'encre. De l'encre qu'on met dans les silos à encre. Ouais. Voilà. Il y a du phénol. Ça, je vais dire après, j'ai déjà dit, c'est du volet B. Alors, donc, autre critère dont je vais parler, c'est l'ouïe. Donc, il n'y a pas beaucoup le clé du champignon, il n'y a pas beaucoup de champignons qui font du bruit. Et j'en connais deux particuliers, un petit mycène qui quand il pousse va pousser avec des poussées d'articles par article. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, 3-4 mm, le champignon va ensuite grandir, etc. Donc là, quand on trouve ce champignon, qui est un champignon assez grêle, qui fait cette hauteur-là à peu près, eh bien, vous faites un peu de silence dans la forêt, et puis vous cassez le champignon et vous allez entendre un bruit sec. Ça signe l'identité du champignon. Et vous avez un autre petit champignon qui, quand on le gratte au niveau du chapeau, va donner un petit crissement. C'est lié à la présence de certaines cellules au niveau du chapeau. Donc voilà ce que je voulais vous dire au départ. Donc maintenant, on va prospecter par là. Vous m'amenez les champignons pour l'identification. Bonjour. Donc on va prospecter. Quelle heure il est? Il est là, Grégory? il arrive derrière. Il arrive, il amène les derniers. Voilà. Et perdu. Perdu. Ou ceux qui se sont garés ailleurs. Ouais. Donc on va prospecter. Donc vous allez aller à droite à gauche. Et vers 11h15, on va se retrouver
au niveau d'une table qui est de ce Ouais, côté-là. Hein. L'air de jeu. Vous mettrez vos champignons sur la table et je présenterai à tout le monde les champignons que vous avez trouvés. D'accord? 11h15. 11h15. Aïe. Ceux qui veulent rester avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, le monsieur, elle est orange. Lui, on va le reconnaître de loin. Ça sent l'ail en fait. Ah bon, ça sent l'ail? Il vous l'a fait sentir? Oui, c'est Il pour m'a ça. demandé de le lever. Le grand, c'est un cèpe de Bordeaux? Ouais. Ah bon? C'est tous les mêmes? Non, c'est non, c'est pas du tout les mêmes. Ah, ça, c'est Non. incroyable. C'est des bolets, mais ils sont pas, c'est pas les mêmes. Le Bordeaux, c'est quoi son nom latin? Boletus edulis. Sanedulis, ouais. Alors, donc, je vais faire le topo. Donc là, c'est un cèpe de Bordeaux. Oui, posez-le, parce qu'il est tellement lourd. Alors, comment on voit que c'est un cèpe de Bordeaux? D'abord, le cèpe de Bordeaux, il a un liseré blanc à l'extrémité de la cuticule. La cuticule, c'est ça. Mhm. Il a un réseau au niveau du pied et du haut du pied. Mhm. Parfois, le réseau va aller jusqu'à la base du pied. Au départ, le pied, il est obèse. Hein, puis, quand le champignon va grandir, le pied va s'allonger. Donc voilà, c'est les critères. Donc, les pores du champignon sont blancs au départ, quand il est jeune, et puis vont devenir jaunes quand le champignon vient vieillir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez un champignon qui lui ressemble quand il est jeune, avec des pores qui sont blanches au départ, et des pores qui sont blancs au départ et qui vont devenir roses. Donc ça, c'est le Tylopilus phelleus, c'est le boléfiel. Donc là, ça vous fait voir une poêle. Voilà, c'est ce que j'ai poêlée, entendu. C'est ce que j'avais entendu sans parler. aucun problème. Donc il faut mieux le prendre quand il est jaune finalement. Non? Là, pas il forcément. est bon. Oui, là, il est déjà un petit peu. Il est bien avancé déjà. Ouais. Alors, et là, c'est le bolet à chair jaune. Mhm. La chair est jaune, là je le montre, donc je coupe. Hein. Ouais, allez-y, non, c'est. Alors, autre caractéristique, c'est au niveau de la cuticule, eh bien, c'est rougeâtre sous la cuticule. Mhm. Voilà, vous voyez là, c'est rougeâtre. Et il a le pied qui est rouge. Donc ça signe Xerocomus chrysanthemum. Et ça, c'est... Et celui-là, il est rouge dès le départ, non? Ou il devient en dessous, je veux dire. je le coupe, hein. Allez-y. Pour voir s'il bleuit. Ça va devenir bleuissant, ça commence à bleuir. Hein. Oui, ça se voit, oui. Donc là, c'est le bolet à pieds rouges. Donc il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de bolets qui ont des pieds rouges avec un réseau. Comme vous avez vu sur le cèpe de Bordeaux, il y a un réseau. Le réseau, c'est quoi? C'est les. J'ai pas Un compris. réticule, ouais. Ah, le réticule. Je vais vous le remontrer. Là, c'est des ponctuations rouges. Mhm. Hein. Et donc ça, c'est un champignon. On dit que c'est la récompense du mycologue. Ouais. Bon, la coloration bleue va disparaître à la cuisson. Pourquoi on dit que c'est la récompense du mycologue? Que c'est un très bon. Parce que c'est un très bon, mais en fait, le cèpe de Bordeaux, c'est meilleur. Ouais. Ça dépend des Donc goûts. tout Vous savez, le tout est bon. champignon préféré des Russes, hein, c'est un lactaire, il est absolument infâme. Hein. Nous, on n'aime pas tellement les lactaires. Il y a plein de reçus rouges. Hein. Ah oui, plein de Il y en a des piquantes, il y en a des douces. Nous, on en a goûté des piquantes. Piquante, et ben ça pique, hein. Ah oui, quand ça pique, ça pique. Hein. Donc celle-là, vous les goûtez? C'est bien pour mettre dans la Oh, harissa. bah, je goûtais, ouais, en fait, ça pique. C'est une piquante. Prends un tout petit bout parce qu'en plus ça se développe après. Puis tu Ah, en effet, oui. Alors, donc, vous avez plein de champignons que vous avez déposés sur la table. Il y a deux classes de champignons. Vous avez ce qu'on appelle les ascomycètes qui ont les spores qui sont dans des sacs qu'on appelle des asques. On parle d'ascomycètes. Hein, les spores dans les asques. Et vous avez les champignons qui ont les spores qui sortent de cellules fertiles qu'on appelle des basides.
Donc voilà les cellules fertiles avec les spores qui sortent ici. Donc les cellules fertiles, ça s'appelle des basides. Ces cellules fertiles s'appellent des basides. Alors la très grande majorité de l'ensemble des champignons existants sur Terre, ce sont les ascomycètes. Et la très grande majorité des champignons que vous avez sur cette table, ce sont des basidiomycètes. Donc il y a beaucoup plus d'ascomycètes que de basidiomycètes, mais les gros champignons, les macromycètes comme ceux que vous voyez ici, eh bien ce sont les champignons à baside. Alors je vais vous montrer des ascomycètes que je trouve. Alors je crois qu'il y a trois caméras ramassées. Je regarde. Ils sont où? Est-ce que j'ai trouvé un tronc? Voilà. Voilà donc des ascomycètes. Donc c'est ce qu'on appelle une xylaire qui pousse sur le bois, Xylaria hypoxylon. La partie. Donc c'est la partie blanche qui est fertile. Hein. À l'intérieur, vous allez avoir vos sacs de spores. Et le sac il va s'ouvrir avec un petit clapet où il se déchire au sommet de l'asque. Donc ça je vais le dessiner. Donc vous voyez, donc pour votre asque qui se termine comme ça, des fois vous avez un petit clapet, ça va s'ouvrir comme ça. Avec un petit clapet qui s'ouvre. Alors j'ai un autre ascomycète, c'est moi qui l'ai ramassé, donc et c'est un tronc, c'est du bois. Vous le voyez ou pas? Là. Là, il y a une branche là. Pas à droite. Là, ici, là. Il Celui-ci, y a là, à une droite. petite branche ici, là. Voilà. C'est celui-là. Ah bon. Donc les champignons ici ce sont les petits points noirâtres. Hein. C'est des champignons qui sont très durs. Et ça c'est un champignon qui pousse sur différents feuillus, notamment le hêtre, qui s'appelle Hypoxylon fragiforme parce qu'il a un aspect de fraise. En latin, la fraise c'est Fragaria. Alors, maintenant je vais passer au basidiomycète. Donc je vais commencer par un basidiomycète pas classique et assez rare, et je remercie la nature. Voilà qui me l'a ramassé. Donc c'est ce qu'on appelle un cordyceps. Alors ça c'est un cordyceps qui s'appelle Cordyceps militaris. Et Grégory, je pense que c'est la première fois que je le présente là, il a comme particularité de pousser sur la pupe de larves d'insectes. D'accord? Donc je vous le montre, hein. Je récupère la boîte après, enfin je récupère le champignon aussi. C'est le champignon qui m'intéresse, mais la boîte j'en ai plein. Non mais je dis tout de suite que c'est pas comestible, personne va le manger. Sinon... Voilà. Personne ne va le garder. Voilà. Donc voilà, je montre ce champignon là, et maintenant je vais passer, puisqu'il n'y a plus d'autres ascomycètes, je vais passer au basidiomycète. Alors où est-ce que j'ai mis? Et ceux-là c'est quoi? C'est des basidios ceux-là? Ouais, tout le reste c'est des basidios. Donc là maintenant je vous présente ce champignon. C'est moi qui l'a ramassé. Vous l'avez ramassé sur sur du bois de conifère. Donc dans les basidiomycètes, vous en avez qui ont des cellules entières. Et vous en avez qui ont des cellules qui sont divisées, qui sont cloisonnées, soit verticalement, soit transversalement. Donc là c'est le cas ici, c'est ce qu'on appelle des hétérobasidiomycètes. Donc là ça pousse sur du bois de conifère, et là vous voyez il est très très élastique. Donc vous voyez je tire réellement et ça casse pas. Hein. Ça, non, c'est sans intérêt, ça s'appelle Calocera viscosa. Calocera viscosa. C'est des élastiques. Exact, ah, c'est bien ça, faut le sentir. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais montrer? Alors, maintenant, je vais présenter des champignons qui sont des basidiomycètes dont les basides sont dans une enveloppe. Donc, vous avez l'enveloppe ici. Et vous allez avoir les basides à l'intérieur qui vont
présenter les spores. Donc, exemple, ça s'appelle des gastéromycètes. Et exemple de gastéromycètes, donc la veste de loup perlée, Lycoperdon perlatum. Donc pourquoi on dit perlatum? C'est parce qu'elle est perlée, donc vous avez les petites aspérités ici qui sont labiles, c'est-à-dire qui vont partir. Donc il m'en faudrait une jeune. C'est là-bas, par là-bas, là. Près de monsieur qui filme, moi j'en ai ramassé une petite. Une petite veste de loup, là. Vous voyez pas là-bas? Elle est belle. La chair. Non, je la vois pas, elle est peut-être cachée. Non, j'ai ramassé. Non, je l'ai déjà mangé. Ouais, voilà. Ouais, Ah, c'est vraiment petit. elle est un peu bon. Un peu naze aussi. Ouais, bon, je vais garder la mienne. Je vais garder la mienne. Donc, en fait, pourquoi j'en voulais une neuve, c'est parce qu'en fait, enfin une jeune, c'est que je voulais montrer qu'à l'intérieur c'était blanc. Et au fur et à mesure, le champignon va arriver à maturité, les spores vont se former, voilà. Et donc après, eh bien, ça fait la joie des enfants. Voilà. Hein, avec les spores qui partent. On l'appuie dessus, ça fait... Lycoperdon perlé, c'est comestible jeune. D'accord? Comestible jeune. Jeune, ouais, quand elle est blanche à l'intérieur. Merci. Moi, je veux bien voir cette petite Oui, bravo. dans la boîte. Allez-y. Vous l'avez pas vu? Exactement ça, bien blanche. Voilà. Ah, elle est blanche. Mais là, déjà, bon... Elle va nous faire aussi des... Elle est belle, mais vous la mangerez pas. Oh là là, vous allez la décourager. Je vous rends le... Ouais. Voilà, Posez-le, normalement posez-le. c'est blanc-blanc, hein. Puis là ça commence déjà... C'est un peu blanc quand même. Ouais. Par rapport à l'autre. On pourrait manger, voilà. Vous savez quand ils disent comestible, Alors maintenant je vais vous présenter un autre gastéromycète, mais au lieu d'être... Ah oui, ça c'est bien, voilà, c'est celui-là. Exact. Donc là je le coupe. Hein. Ah bah voilà qu'elle est bonne. Ça c'est comestible quand c'est à cet état-là. Hein. Dans cet ça on état-là. mange, on la même. Et après ça va arriver à maturité. Ouais. Et puis... Grosse quand même, non? Il y a des, souvent, on dit, Alors, les grosses, oui, Ça aide, ouais. oui, ça peut, je suis d'accord. Alors, donc maintenant je vous présente un autre champignon. Ça c'est ce qu'on appelle le genre Lycoperdon. La différence entre le genre Lycoperdon et le genre Scléroderma que vous avez ici, les sclérodermes, c'est l'épaisseur de la membrane. Donc là vous voyez que la membrane elle est très épaisse, alors que la membrane du Lycoperdon elle est fine. Les truffes, ça, oui. Non, j'ai dit une bêtise. J'ai pas entendu de tout. C'est pour ça. Bah, je me demandais quand on coupe une truffe si ça fait pas des ronds comme ça, non? J'ai pas mangé de Alors truffe. là, normalement, pour ce scléroderme, c'est complètement noir au départ. Ouais. Il y avait, il y a fort longtemps, des charcutiers qui utilisaient voilà, ça c'est pour ça, remplacer vous par nous avez dit. par des truffes. C'est bien, bah, c'est Mais bon, ça ne se trompe pas quand on regarde au microscope. La truffe c'est un ascomycète, ça c'est un basidiomycète. Donc ça a une odeur particulière. Hein. C'est une odeur particulière. C'est un bolet qui a un pied obèse, encore assez gros. Au niveau du chapeau, la couleur c'est chamois. Au niveau de à la marge du chapeau, hein, à l'extrémité du chapeau, eh bien, il y a un liseré blanc. Tout, ça se voit plus quand il est un peu plus âgé. Voilà, Le là, bord, on le voit bien là. Voilà. Au départ, les pores sont blancs. Alors, les pores, c'est les c'est trous. comme ça. C'est les trous. C'est les petits trous là, Et ça devient des aiguilles. jaune. Comme sur le cèpe de Bordeaux du monsieur, qui est bien sûr, ici. puisque c'est jaune, c'est beaucoup plus âgé. Ah. Et donc le bolet qui a le cèpe de Bordeaux là, qui a les pores blancs, il est en pleine forme. Autre critère important, hein, à un réseau, ce sont des aspérités, comme Merci. je vais dire, souvent je prends l'exemple des barésilles. Donc c'est ce qu'on appelle un résil. Ah oui, il est lourd, lui. Donc voilà, c'est ça un cèpe de Bordeaux. Il est très beau. Alors maintenant, non, c'est un bolet baissé. Ah, c'est un bolet baissé. Ouais.
Alors, moi j'aime bien. Alors maintenant, je vais montrer un autre. Elle est où la petite fille là, Elina? Ah, celui-là il est plein de trous. Donc Elina, vous avez du mal à écrire dedans. Ça, c'est par contre, c'est assez bien. Tout petit. Hein. Donc là, je vous présente un bolet B. moi j'y suis là. Alors, sinon. dans les bolets, vous en avez de plein de types différents. Vous avez les bolets du genre boletus, comme le cèpe de Bordeaux, qui a le pied obèse. Vous en avez qui ont un revêtement qui est sec, c'est le genre Xerocomus. Vous avez certains dont le pied est assez élancé, c'est le genre Lecinum. Vous avez des bolets qui ont, comment dire, c'est cela qui m'intéresserait. Voilà. Ah, celui-là il est beau aussi. Celui-là qui a le revêtement qui est très visqueux, c'est le genre Suius. Donc je vais commencer par le genre Suius, donc avec revêtement qui est très visqueux. Donc ce sont des champignons qui poussent sous conifères. Celui-là il est facile à reconnaître parce que en fait vous voyez il a une zone, un bourrelet qu'on dit bourrelet anuliforme en forme d'anneau. Il signe le fait que le champignon pousse sous du mélèze, C'est celui de tout à l'heure. Larix decidua. D'accord. Donc dans les Suius, il y en a qui sont des bons comestibles comme la nonnette voilée qu'on n'a pas ici. Les autres, il faut faire attention parce qu'en fait la cuticule elle est purgative. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc vous avez le bourrelet, la couleur très jaune ici. Donc il y avait une dame Il que faut pas les manger. il vaut mieux éviter. Il y a une dame qui était avec moi tout à Dans l'heure. ça, Ouais. avec Donc il lui manquait les tubes. Hein. Là il y a les tubes sur ce champignon que j'ai jeté tout à l'heure. et là avec le petit bébé, mais en fait ces tubes ils sont vite mangés hein, par Exact, les ils sont limaces. mangés par les Ça, limaces. on les garde pas. Donc là c'est un champignon du genre Xerocomus. Xerocomus, ça veut dire que le revêtement est sec. Ce champignon s'appelle le bolet à chair jaune. La chair, elle est jaune, vous le voyez ici. Hein. Il s'appelle chrysanthéron. Chrysanthéron, ça veut dire quoi? Chrysos, c'est l'or. Anthéron, c'est la chair. Donc voilà. Et autre caractéristique du bolet à chair jaune, eh bien, c'est que le pied est rouge. Il est lavé de rouge. Et alors, il y a une autre caractéristique qu'on voit de temps en temps et qu'on voit bien là, c'est que sous la cuticule, c'est rougeâtre. Hein. Bolet à chair jaune, bon, ça se mange, mais c'est pas exceptionnel. Alors, qu'est-ce que j'avais dans la main? Le vieux. On était sur les cèpes, Oui. Alors, vieux, oui, il est où le vieux là? par les bolets. Ah, le vieux, voilà. Alors, donc voilà. Ah oui, oui. Ah, parfait. Donc, je montre l'autre champignon, monsieur, après. Il s'appelle Cepedonium chrysospermum et qui va rendre le champignon, qui est normalement comestible, impropre à la consommation. Bah ouais. Donc, il faut se méfier. Un cèpe de Bordeaux qui est parasité par ce champignon, il est impropre à la consommation. Hein, vous pouvez vous intoxiquer avec un cèpe de Bordeaux parasité avec ce champignon. Donc le champignon dont je vous ai parlé, Cepedonium chrysospermum, c'est un champignon qui est parasite des bolétales. Alors je vais vous montrer une bolétale après. Par contre j'en vois pas, j'en ai vu dans un panier tout à l'heure. Donc même chose, hein, vous voyez, hein, il est parasité ici. Maintenant j'aimerais bien avoir du bolet B. Alors moi j'en ai donné un, mais je sais pas où il est. Le là, voilà le bolet B. Voilà un bolet B. Ah moi il avait un pied. Oui, parfait. Oui, il est bleuissant quand on... Il est bleuissant, donc on le voit bien. Donc tout à l'heure j'ai mis le nom d'une... Exact, Petite exact. Donc on peut dessiner quelque chose. Tout à l'heure j'avais mis le nom de la jeune fille, le prénom. Ça bleuit. Des fois, au bout d'un certain temps, Elina.
vague. Mhm. Ouais, c'est un bon comestible. Bon, bien sûr, là, il commence à prendre de l'âge. Hein. Ouais. Donc, comment on reconnaît un bolet B? Sa couleur B, hein. Il bleuit, il a des pores qui sont jaunes, il a le pied qui est, comment dire, chamois. C'est un champignon qui pousse surtout sous conifères. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a il y a un sparasis qui pousse sur du feuillu qui s'appelle le sparasis laminosa qui lui est toxique. Donc là, il faut que ce soit c'est sur du conifère. Hein. Conifère. Alors la russule charbonnière, je vous donne son nom latin, c'est Russula cyanoxantha. Cyano, ça veut dire quoi? Ça veut dire bleu. Xantha, ça veut dire jaune. Et donc, au niveau de la cuticule, vous avez un mélange des deux pigments. Donc en fonction de la proportion de ces deux pigments l'un par rapport à l'autre, eh bien la couleur va changer. Vous avez des russules cyanoxantha, des russules charbonnières qui sont vertes, vous en avez des violettes, vous en avez des marrons. Mais celle-là, alors, ça c'est la même, non? Alors, je ne veux pas dire tout de suite. Oui, il y a des chances. Celle-là, elle est un peu plus, enfin, elle est beaucoup plus âgée. Oui. Donc mais c'est aussi du ça, vert, c'est hein. Puelterie. Donc alors, donc il y a autre ça chose. pourrait. Donc comme critère au niveau de la russule charbonnière, c'est que le toucher est lardacé, c'est-à-dire que quand vous patrouillez les lames, elles vont pas casser. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont pas se Ah casser. oui, d'accord. Alors que vous voyez, je patrouille là, hop, et ça se casse, d'accord? Alors il y a un autre critère. Regardez, il y a un petit bébé là, non? Exact. Est-ce que c'est Les violettes. Exact, oui, exact. Oui, je veux vérifier quelque chose. Non, Oui, c'est un bon comestible. Il y a 2-3 russules qui passer à la sont grande des bons valve. comestibles. Il y a la russule virescence, la russule verdoyante qu'on appelle le palomé. Les lamelles, elles cassent pas. Alors il y a un autre critère à vérifier, hein, enfin que je vérifie, c'est que quand on utilise un réactif qui s'appelle le sulfate de sodium, eh bien la coloration, il n'y a pas de coloration. Hein, j'ai gratté ici, il n'y a pas de coloration. Donc la russule charbonnière, hein, c'est un bon comestible. Alors maintenant je vais essayer de tester, non celle-là, je ne me plaît pas. C'est parce que c'est une charbonnière ça. Moi je crois que c'est une charbonnière aussi ça. Ah oui, du coup. Alors celle-là, on ne savait pas. Non, celle-là, je ressens la mienne sans arrêt. Non, c'est Alors, pas ça, une c'est pas une charbonnière, charbonnière, ça. ça c'est Heterophylla. D'accord. Ça, à l'envers, ça Avec ressemble à des la- lames qui sont bifurquées au départ. D'accord, ouais, ok. J'avais une autre russule, moi, que j'ai ramassée à la fin. Où est-ce que je l'ai foutue? J'ai pas le pied. Quelle couleur? Le violet aussi. Russule jambon. Ça, c'est la. Là, c'est pas ça? Là, Ah, ici, pas là. rouge, Là. mais rouge. Là voilà. J'ai reconnu la couleur jaune. Bien. Bien fait de. Un jambon, Je regarde, je vérifie hein, si. gratté, frotté. Ça, c'est la rouge de Mais donc c'est une cyano Alors, ça. attends. Oui, C'est une cyanoxantha ça. et c'est comestible. Oui, C'est famille des rouges. c'est une charbonnière. Ah, les charbonnières quand même. Celle-là, c'est une charbonnière. Donc, ça Parce que la russule Elle a jambon, déjà été mangée. au sulfate, elle réagit en orangé. Très bon. Ça reste blanc. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas comestible. Et en plus, eh bien, on en trouve chez des vendeurs de produits chimiques en fait. Alors le problème, c'est que parfois ils ne vous les donnent pas sous forme de cristaux. Des fois c'est de la poudre. Là, je vais prendre une autre russule qui a des lames qui sont larges. Là, voilà. Donc là, je vous montre une autre russule, c'est ce qu'on appelle la russule noircissante. Russula nigricans, le pied casse comme de la craie, elle est facile. Il y en a plusieurs des noircissantes. Hein. Il y en a plusieurs avec des lames très espacées. Donc c'est facile, elle est facile à repérer parce que les lames sont larges et très espacées. Bon, ça se mange pas. Une russule au le calavla.
La voilà, donc Russula ocre-le-cas, jaune, et puis lame et pied blanc. C'est un champignon qui, quand il va vieillir, va avoir le pied qui va devenir grisonnant. Tout à l'heure, j'avais dit ça à une personne qui était avec moi. Bon, maintenant, je vais passer aux lactaires. Donc, les lactaires sont des champignons qui ont le pied qui casse comme de la craie et qui ondulé. Il n'y a pas que les lactaires ondulés, mais il y a que les lactaires qui ont le pied, à la fois le pied qui casse comme de la craie et qui est ondulé. Donc là, j'ai cassé. Hein. C'est ce qu'on appelle le lactaire velouté. C'est le champignon préféré des Russes. Ah, le lassor, ouais. Mais c'est absolument infâme. Je dois prendre ça avec de la vodka. Alors pourquoi velouté? C'est parce que vous regardez le revenu. Maintenant il est très velouté. J'avais un autre lactaire blême. Il y avait des personnes à qui j'ai dit il y a un lactaire blême. Non, c'est un tricolo. Où est-ce qu'ils sont les autres lactaires? Il y a l'énorme là devant vous. Il y avait un gros. Celui-là. Lactarius blenus. Ah oui, mais c'est le même. Hein. C'est un vieux. C'est un vieux Lactarius velereus. Non, c'est Faites passer, faites passer. Moi j'en avais un. Donc voilà un autre lactaire. Hein, donc je le casse. Hein. Ça donne du lait. Faites attention parce que les lactaires, quand ils sont vieux et quand le temps est sec, ça rend plus de lait. Hein. C'est pas pour autant que c'est pas des lactaires. Ah ouais. Donc là, c'est ce qu'on appelle le lactaire blême, Lactarius blenus. Donc avec une couleur caractéristique. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie de la clé, le genre Amanita. Ah. Alors, tout n'est pas toxique dans les amanites. Donc, je vais dessiner un champignon. Où est-ce qu'il est mon stylo? Donc vous avez le pied du champignon. C'est ma loupe qui me... Le pied du champignon, le chapeau, la base du pied. Et vous allez avoir, quand le champignon est bébé, une membrane qui entoure complètement le champignon. Il y a les lames qui sont ici. Hein, une membrane qu'on appelle le voile général qui va entourer complètement le champignon. Chez certains genres, eh bien, il va rester les restes du voile général quand le champignon va grandir. Ça va se casser à plusieurs endroits, le voile général. Et ce qui va rester? Il va rester des squames et il va rester une membrane à la base du pied. Donc maintenant, après le topo, le travaux pratiques. Où sont-ils? Ah ouais, mais il n'a pas les squames. Le rouge, la manite, là-bas, j'en ai ramené une petite. Celle-là qui est... Il y a un bébé, Voilà, avec... parfait. on voit bien la... Moi j'en ai ramené aussi plusieurs. Donc, en ce qui concerne les... Ouais, c'est le même. C'est bon, je vais prendre le... Alors donc là, vous avez les squames, hein, les restes du voile général. Et puis, vous avez la membrane ici, la volve. Alors chez les amanites, comme il n'y a pas toujours de membrane, des fois c'est plutôt un bulbe, on dit zone volviforme. En plus, sur la place, la plupart des amanites, eh bien, qu'est-ce qui reste? Ouais, attends. Vous avez une membrane qui est sous les lames. C'est ce qu'on appelle le voile partiel. J'ai vu plusieurs amanites avec le voile partiel, surtout chez les jeunes. Hein. Et donc quand le champignon va grandir, ce voile partiel il va se dégrader. Hein. Et qu'est-ce qui va rester? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'anneau. C'est ça. Exact. Donc maintenant, je vais commencer mon topo. Voilà, c'est ça, l'anneau. Je vais commencer au topo donc, sur les différentes amanites qu'on a. Donc là, vous avez l'amanite rougissante. Donc faites attention parce qu'au départ, elle est un peu blanchâtre, elle n'est pas forcément rouge. C'est en la cueillant, la ramassant, en touchant les lames que le champignon va avoir une couleur qui va devenir vineuse. C'est un champignon qui est comestible quand il est bien cuit parce que ça contient des substances
qui vont détruire les globules rouges, les hématies. Et ce sont des substances qui sont sensibles à la température, qui sont, on dit, thermolabiles. Donc il suffit de bien cuire le champignon, de jeter le jus de cuisson et ensuite c'est comestible. Donc la manite rougissante aussi. Et alors souvent, mais pas systématiquement, il a une odeur de radis. Alors donc la manite rougissante, la manite épaisse sont des champignons qui sont dans le même coin dans la classification. Vous avez une autre amanite dans le même coin aussi qui s'appelle l'amanite panthère. L'amanite panthère, elle a des squames qui sont blanchâtres immuables. Tandis que ça, l'amanite épaisse, eh bien, elle a des squames qui sont grises. Bon, les manites épaisses, ça se mange pas, mais c'est pas toxique. Par contre, la manite panthère, là, c'est toxique. Tiens, vas-y, donne-moi, s'il te plaît. S'il y a d'autres citrines, je suis intéressé. Exact. Alors oui, mais elle n'a pas de squam, mais bon, c'est pas grave. Mais là, il y a des petites. Des petites Mais je sais pas si elle est citrine. Très bien, elle est très bien. Elle est belle. Très bien. Donc là, je vous présente la manite citrine sous toutes ses formes, sous différentes formes. Donc vous voyez qu'il y en a 3 là qui sont colorés avec un jaune citrin qui est un peu, comment dire, qui n'est pas très marqué, mais ça peut être beaucoup plus citrin dans couleur. Et puis vous avez la forme blanche de la manite citrine. Les squames qu'on voit bien ici, le bourrelet ici correspondant à la volve. Alors, ce sont des champignons qui sont dits à rejeter. Pourquoi à rejeter? Parce que ça peut être confondu avec la forme blanche de la manite phalloïde. Ah oui. Hein? Le critère qui tue, enfin qui tue, le critère qui permet de les différencier à tout coup, c'est l'odeur. Odeur de pommes de terre crues. Alors que la phalloïde, elle sent pas. Alors, maintenant je vais prendre ma phalloïde. Ah. Tourner la pomme de terre. Monsieur Requin. Madame. Non, monsieur. Monsieur. Madame l'a vu, mais Oui. monsieur était courageux. Monsieur était courageux. Il faut rendre à César. C'est un César. Dans les mains dernièrement, il a manite de César. Ah oui, mais ça c'est délicieux. Il venait d'Algérie. Ah oui, c'est ça, c'est une Les César, Amanita César. Donc là, je vous présente une amanite phalloïde. Il me semble qu'il y en a une petite. Là. Voilà. Donc je la prends. Donc vous voyez la volve qui est très marquée ici avec la membrane. Vous voyez le chapeau, l'anneau ici. Donc là, c'est la forme typique de la manite phalloïde avec une couleur verdâtre. Pas d'odeur. Hein. Bon, j'ai des collègues qui disent odeur de violette, mais la violette, ça n'a pas une odeur très très marquée. Et vous voyez qu'elle est, on va dire, striée radialement. Hein. C'est la couleur classique de la manite phalloïde. À notre expo, on a présenté la manite phalloïde blanche. Citrine et phalloïde. Donc je vous montre cette amanite, hein, la manite tue-mouche, avec l'anneau ici. Le revêtement ici qu'on appelle la cuticule avec des petites ponctuations blanches, c'est le reste du voile général. C'est un champignon toxique car hallucinogène. La cuticule qui est hallucinogène. Ça permet de voir des éléphants roses. C'est sa forme des villages des fois. Comment? Sa forme de village des fois. Ah oui, oui, il peut y avoir des Donc, là je vous présente une autre amanite. Alors, toutes les amanites n'ont pas forcément d'anneau. Vous avez le sous-genre Amanitopsis qui a une volve dite engainante ici, mais qui n'ont pas d'anneau. Donc ça c'est un champignon qui est comestible, bien cuit. Et sa caractéristique, donc le pied est lancé, la volve dont j'ai parlé, la couleur ici avec des stries au niveau de la marge. Hein? Vous avez sa petite cousine qui s'appelle Amanita vaginator, qui a aussi qui est grise, mais et qui a aussi des stries au niveau de la marge. Et là, elle s'appelle la manite. Amanita fulva, la manite fauve, Amanita fulva. Je crois que c'est tout ce que j'ai comme manite. Pour revenir sur les amanites, non. Est-ce qu'il y a une panthère là dans le... Non, il n'y a pas de panthère. La semaine dernière, on avait plein de panthères, là pas une seule. Mais en fait, la généralité, c'est plutôt quand il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand le champignon qui grandit, eh
bien vous allez voir l'anneau qui va être tout seul hein, sur le pied. Pour les amanites, l'anneau ne bouge pas, il reste sur le pied comme ça. Si vous essayez de l'enlever, il va se dégrader. Hein. En revanche, pour la coulmelle, vous voyez, je le touche et il coulisse. Donc là, c'est une macrolépiote. Alors dans les lépiotes, vous avez les grandes lépiotes et les petites lépiotes. Les grandes lépiotes, c'est le genre macrolépiota. Ou même quand le champignon est bébé, eh bien il est grand. Ici, eh bien c'est ça, il est bébé là, hein, il n'est même pas développé, il est déjà grand. Alors que pour les lépiotes, même quand il est grand, même quand il est adulte, eh bien il n'atteint jamais cette taille-là. D'accord ? Alors il faut faire attention parce que dans les lépiotes, mais il n'y en a pas ici, genre lépiota, eh bien vous en avez des mortels. Alors, et qui ont toujours l'anneau qui coulisse? Non. Ben voilà. Non mais ça pullule en ce moment, il y en a partout. Ouais. La semaine dernière, on en avait des... Mais c'est très beau, hein, ça. Ah oui. Il y a des gens qui enlèvent le pied, qui trouvent que c'est fibrilleux. Non. En plus, une odeur, mais qu'on sent mieux au niveau des lames. Vous voyez comment il a jauni. Hein. Donc là, c'est toxique, ça. Hein. Ça vous donne des diarrhées, quelque chose de bien. Hein. Agaricus xanthoderma. Alors sentez-le, il a une odeur particulière. Non, j'en ai ramassé tout un seau cette semaine, je les ai jetés. Après, il y avait une odeur particulière. Ça... Alors, il y avait des armillaires aussi. Ah, là, c'est Ah pas bien, ça. bien une armillaire. Non, je sais pas. Un armillaire, c'est quoi? Et donc voilà une armillaire. Une armillaire, c'est quoi? C'est un champignon qui a une armille. Une armille, c'est une sorte de chaussette qui va remonter jusqu'au haut du pied. D'accord? Ouais, c'est ça en fait, c'est la même chose, c'est ça. Exact, c'est ça l'armille. Ouais, ok, d'accord. Des fois, c'est encore plus développé. Donc là, c'est une armillaire qui ressemble à Armillaria ostoyer en raison des ponctuations qui sont là. Ah. Donc, je vous montre les armillaires. Alors dans les armillaires, il y en a une dizaine à peu près. Ce sont des champignons qui sont dangereux pour les arbres, hein, notamment l'armillaire couleur de miel. C'est un tueur d'arbres. Alors, ensuite, quelqu'un était avec moi qui m'avait montré des foliotes changeantes. C'est la même. Moi, je les ai mis au coin, mais... Ah oui, on était ensemble. Ouais, alors les foliotes changeantes... Là, il y a une petite. Je l'avais mis dans le panier de la dame qui est là. Vous avez un foliote changeante dans votre panier. Les foliotes sont des champignons qui ont une sporéocracée. Vous voyez dans la clé, il y a une classification en fonction de la couleur de la sporée. Blanche, rose, ocre et noire. Non, ça c'est blanc ça. Alors c'est une chose que la couleur de la lame, c'est une autre chose que la couleur de la sporée. La spore, quand elle arrive à maturité, va colorer la lame. Hein? Donc il faut se méfier. Donc là, je vous présente donc la foliote changeante. Pourquoi on dit qu'elle est changeante? Parce que sa couleur va changer en fonction du degré hygrométrique. Hein? Sa couleur change en fonction du degré hygrométrique. Donc ça, c'est un champignon qui est comestible, mais qui peut être confondu avec un champignon mortel. Donc comment on le différencie? Au niveau, vous regardez, au niveau du pied, vous avez des petites fibrilles qui sont souvent retroussées. L'autre champignon qui est mortel et qui pousse des fois sur le même tronc, ça s'appelle la galère marginée. Donc je vous passe ça. Parce que ça, il y a des souches qui sont recouvertes de ça. Hein. Bien sûr. Et on passe à côté. Donc. Alors, je vais donner des... Alors, et donc, je vous indique comment on fait la différence. Non, là c'est la foliote changeante, ça s'appelle Cuneromices. Alors, donc, je vous explique ici. Vous avez au niveau du pied, sur la foliote changeante, vous avez des fibrilles, comme ça, retroussées. Alors que sur la galère marginée qui est mortelle, eh bien vous avez des stries. C'est un champignon, les deux champignons, c'est la galère.
là, il y a des stries. Non, 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 c'est de la foliote changeante qui a perdu ses petits gris. Ah ben c'est malin. On va s'y retrouver. La galère, elle n'a pas la couleur qui change comme ça. Comment dire, les foliotes changeantes, elles poussent en touffe avec des pieds qui sont l'un à côté de l'autre. Alors que la galère marginée, elle pousse en troupe, c'est-à-dire avec des pieds séparés. D'accord? C'est pas une touffe. C'est une troupe, c'est-à-dire avec des pieds qui sont séparés les uns des autres. Exact. Donc voilà pour cette galère. Et ça, c'est... Pour cette... Ça fait partie de cette Non, non, c'est le bas de la fin de la clé. Les strophaires, il n'y en a pas. Je vais prendre les ipholomes. Ipholomes en touffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai vu tout à l'heure. Non. Ça, c'est jamais. Et puis il y a les bébés là. Ça, ouais, parfait. Il y en a partout. Parfait. Donc là, C'est belle. C'est vachement joli. Oh là là. ça, c'est l'ipholome en touffe. Alors l'ipholome, hein, c'est la caractéristique des ipholomes, c'est qu'ils ont une sporée violette. Le champignon, au départ, il a des lames qui sont jaune citrin. Ah, mais net, hein, c'est citrin, vous voyez rien qui colore. Puis le champignon va avoir ses spores qui vont arriver à maturité. Vous voyez les spores ici, violettes ici, qui se déposent d'abord à la marge du chapeau. Ça va assombrir les lames. Il faut le mantouf, c'est un champignon extrêmement courant toute l'année.